Bonjour à tous, on va regarder ensemble comment on fait pour réussir sa dissertation. Trop souvent, au bac, mes collègues et moi-même, on corrige des copies d'élèves qui visiblement ont travaillé mais qui sont incapables d'utiliser leurs connaissances correctement. Et du coup, ils ont des mauvaises notes parce qu'il manque de méthode, parce qu'il manque de technique. Donc on va regarder de A à Z, c'est-à-dire de l'introduction jusqu'à la conclusion, ce qu'on doit mettre dans sa copie. Alors évidemment, on commence par une introduction, même si parfois, pour une raison qui m'échappe, certains élèves négligent d'en faire une. Vous allez le faire, vous allez commencer cette introduction par une amorce, c'est-à-dire que vous allez introduire le sujet par une référence philosophique, littéraire, artistique, scientifique, historique, politique, en fonction évidemment du sujet. Si toutefois vous ne trouvez pas l'amorce, c'est pas grave, ce que vous faites c'est que vous n'en mettez pas, vous allez directement au deuxième point, c'est-à-dire vous allez réécrire le sujet tel qu'il vous a été donné. Il ne s'agit pas de le transformer pour trouver un sujet qui vous plaît plus, vous mettez le sujet tel qu'il est. Vous pouvez faire une petite modification, c'est-à-dire que si le sujet c'est « l'État est-il l'ennemi de la liberté ?», vous pouvez écrire « on se demandera si l'État est l'ennemi de la liberté ». Ensuite, vous allez arriver au point, je dirais, le plus important évidemment de la dissertation, qui est le problème, c'est-à-dire le problème philosophique du sujet. Et puis enfin, vous allez annoncer le plan. Alors, on va faire un petit point sur ce problème philosophique, parce que je viens de le dire, c'est ce qu'il y a de plus important, et c'est vrai, si vous avez compris le problème dont il est question, alors eh bien, vous aurez réussi cet exercice. Il vous faudra cependant le développer, évidemment, lors du développement. Alors, qu'est-ce qu'un problème philosophique? Un problème philosophique, en fait, c'est la difficulté que soulève le sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté? Parce que la question philosophique, elle est particulière. Contrairement à une question, je dirais, ordinaire. Par exemple, si je dis « Tiens, Vincent est-il venu exceptionnellement en cours aujourd'hui ?» Eh bien, la réponse est oui ou non. En fait, il n'y en a pas deux, si vous voulez. Contrairement à la question philosophique. La question philosophique, elle nous donne envie de répondre quelque chose qui va par ici, par exemple, et puis quelque chose qui va par là. Autrement dit, il y aurait plusieurs réponses qui semblent légitimes à une seule et même question. Alors évidemment, il ne s'agit pas, comme certains élèves le font, de faire de façon complètement artificielle une thèse, une antithèse, en disant par exemple « l'État est-il l'ennemi de la liberté ?» Nous verrons dans un premier temps que l'État est bien l'ennemi de la liberté, puis nous verrons que ce n'est pas toujours le cas. Si vous faites ça, vous aurez zéro, vous allez vous faire saquer, vous serez c'est sanction, quoi. C'est pas bon du tout. Au contraire, vous allez devoir analyser au brouillon les termes du sujet, et puis vous allez découvrir que les mots, ils ont plusieurs sens, et que si on joue sur les sens des mots, eh bien, on arrive à dégager des thèses qui sont différentes. Par exemple, si on se donne comme sujet « l'État est-il l'ennemi de la liberté ?», on va devoir définir l'État, ennemi, liberté. Bon. Alors ici, je définis l'État comme une institution qui exerce un pouvoir sur un territoire. Bon, cet État, il peut être monarchique, démocratique, totalitaire. Et puis, j'ai défini la liberté, dans un premier sens, comme la liberté naturelle, c'est faire tout ce que vous voulez, vous y pensez assez facilement, cette liberté. Et puis, il y a le deuxième sens, qui est la liberté civile, celle qui est encadrée par les lois, qui fait qu'en fait, peuvent coexister toutes nos libertés ensemble. En troisième sens, on peut dire qu'être libre, c'est obéir à sa raison, à son intelligence, et non pas faire n'importe quoi. Alors, on pourrait trouver d'autres sens, en sens 4, on peut dire que être libre, c'est maîtriser ses passions, bon, etc. Alors ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer d'abord avec le sens de liberté pour réussir à construire mon problème. Donc pour la première partie du problème, j'utilise le premier sens de la liberté. Être libre, c'est faire ce que l'on veut. Donc si être libre, c'est faire tout ce qu'on veut, a priori, l'État, il va être effectivement l'ennemi de ma liberté puisqu'il va me contraindre. Alors vous pouvez le rédiger comme ça. Spontanément, on pense que l'État est bien l'ennemi de la liberté, car c'est une institution qui promulgue des lois qui peuvent nous contraindre, nous obliger à réaliser des actions, ou bien nous en interdire contre notre volonté. Et puis, pour construire ma deuxième partie du problème, je vais utiliser le sens 2 et le sens 3, la liberté civile, la liberté comme obéissance à la raison. Et là, on peut rédiger ça comme ça. Cependant, là où il n'y a pas d'État, on subit la loi du plus fort. Dès lors, n'est-il pas préférable que l'État limite la liberté de tous afin de sauvegarder la liberté de chacun? En ce sens, loin d'être l'ennemi de la liberté, l'État en serait la condition première. Donc pour vous aider à rédiger le problème, vous pouvez commencer par écrire spontanément, puis ensuite vous écrirez votre première partie du problème, puis ensuite cependant, de façon à vous obliger à trouver une critique à cette première partie pour passer à votre deuxième partie du problème. Et voilà, vous avez réussi à construire le problème de votre dissertation, donc ça c'est le secret un peu pour réussir. Et évidemment, ces deux parties du problème seront les deux premières parties de votre devoir,
il vous restera plus qu'à trouver la troisième. Bon, une fois que vous avez fini cette introduction, vous allez passer au développement. Vous n'oublierez pas, bien entendu, de sauter une ligne ou deux lignes, parce qu'il faut évidemment que le correcteur comprenne que vous avez fini votre introduction et que vous passez à la première partie de votre devoir. En revanche, faites bien attention à ne jamais sauter de ligne à l'intérieur de l'introduction, ou à l'intérieur d'une partie, ou à l'intérieur de la conclusion. Pourquoi? Parce que sinon, le correcteur va penser que vous changez de partie. Puis après, il va s'embrouiller, il ne comprendra plus du tout où il est, et là, bam, il va vous sanctionner, ce ne sera pas bon pour vous. Donc vous devez faire très attention à ça. Vous ne sautez des lignes que entre les parties. D'accord? Jamais à l'intérieur d'une partie. À l'intérieur d'une partie, vous faites des paragraphes. Un paragraphe, ce n'est qu'un retour à la ligne. D'accord? On ne saute pas de ligne entre les paragraphes, mais seulement entre les parties. Donc, vous commencez par une première partie, et cette première partie elle-même, vous allez commencer en rappelant la thèse que vous allez ici défendre et redéfinir les termes du sujet par rapport, évidemment, à cette thèse. Vous allez montrer en quel sens vous entendez les termes du sujet. Ensuite, vous allez utiliser votre premier argument. Pour faire un argument, vous pouvez utiliser une référence philosophique que vous allez analyser, que vous allez rattacher au sujet, et puis ensuite, par exemple, donner un exemple. Vous pouvez aussi tout simplement travailler à partir d'une distinction conceptuelle. Ensuite, vous pouvez éventuellement l'illustrer. Mais en tout cas, un paragraphe argumentatif ne peut pas reposer uniquement sur un exemple. Un exemple ne vaut pas argument. Il ne sert qu'à illustrer votre propos. Alors, je dis après, on peut faire un deuxième argument, un troisième argument, peut-être on peut en faire 4. En tout cas, on n'en fait pas 12. Pourquoi? Parce que chaque argument doit être suffisamment développé pour avoir du sens. D'accord? Ensuite, vous avez fini votre première partie, vous allez passer à la première transition du devoir qui va chercher à montrer les limites de ce que vous venez de dire. Vous allez essayer de trouver une limite à votre propre propos. Et c'est cette raison-là qui va vous amener, cette limite et cette raison, qui vous amène à passer à une deuxième partie. Et cette deuxième partie, elle va être construite de la même façon que la première partie. Et puis vous allez faire encore une autre transition qui montrera les limites de votre deuxième partie pour arriver à votre troisième partie qui sera la meilleure réponse, la réponse la plus approfondie à la question. Grosso modo, c'est votre meilleure idée, celle pour laquelle aussi vous avez le plus d'arguments. D'accord ? Alors, je m'arrête un point là-dessus. C'est évident que si vous commencez par vos meilleures idées en grand 1, puis en grand 2, puis une idée pourrie à la fin, on va avoir l'impression que plus vous réfléchissez, plus vous êtes bête. Ce qui n'est pas du tout intéressant. Il faut que l'intelligence de la copie, elle se développe au fur et à mesure de la copie. Donc, au départ, vous prenez l'idée, je dirais, la plus simple. Ensuite, vous allez prendre une idée qui s'y oppose, qui va la contredire, mais qui sera un peu plus intelligente, espérons-le. Et puis en troisième partie, eh bien là, vous posez vraiment une réponse qui est la meilleure possible, en tout cas par rapport à ce que vous savez. D'accord ? Alors, les élèves se demandent souvent ce qu'il faut mettre en troisième partie, parce que très souvent, ils sont assez à l'aise pour aller dans le sens du sujet en disant une espèce de oui justifié, puis ensuite, ils vont essayer de critiquer cette possibilité avec un non qui serait aussi justifié dans l'idéal, puis ensuite, du coup, ils sont un petit peu coincés. Parce qu'au-delà du oui et du non, ils ont l'impression qu'il n'y a plus rien à dire. Alors pas du tout, parce que par exemple sur le sujet l'État est-il l'ennemi de la liberté, vous pouvez dire oui de plein de façons différentes. Par exemple, Marx vous dira que oui, l'État est l'ennemi de la liberté, même l'État de droit, même l'État démocratique, parce qu'en réalité c'est un État qui est au service de la seule classe bourgeoise en consacrant comme sacré le droit de propriété, qui en réalité pour lui est le droit pour les plus puissants d'exploiter les plus faibles. Et du coup, évidemment, dans ce contrat de dupe, eh bien, les plus faibles d'entre nous perdent évidemment leur liberté. Mais vous pouvez aussi dire, avec une thèse complètement opposée, parce que Marx, vous connaissez, c'est l'inventeur du communisme, mais vous pouvez aller à l'opposé totalement de Marx, et du côté par exemple de Nozick, qui est un libertarien, donc si vous voulez, il serait plutôt dans le capitalisme absolument libre. Lui, il vous dira que l'État est l'ennemi de la liberté, dans la mesure justement où il va créer des États-providence, qui va voler les individus, qui va prendre le fruit de leur travail, et que donc l'État démocratique avec un État-providence, c'est aussi un État qui vole notre liberté. Donc ce sont deux oui, mais ce sont deux oui très très différents. Donc encore une fois, on arrive à la même conclusion, c'est les raisons qui justifient vos positions qui vont intéresser le correcteur. Et certainement pas le fait que vous ayez par exemple les mêmes idées que lui. Ça, il s'en fiche complètement le correcteur. Ce qu'il veut, c'est que vous puissiez dire en fait quelles raisons vous amènent à penser ceci. D'accord ? Donc en fonction des arguments que vous allez trouver, même si c'est un oui, c'est pas la même partie. D'accord ? Donc il y a encore plein d'autres techniques. Je ne peux pas en une seule vidéo tout expliquer sur les techniques qui nous permettent évidemment de faire les troisièmes parties. En revanche, en lien, je vous mets la méthode de façon écrite, et puis il y a une deuxième fiche aussi vous pouvez consulter avec un petit tableau qui montre des petites combines, entre guillemets, pour réussir à faire et trouver des plans qui sont intéressants.
Et ensuite, vous arrivez tout simplement à la conclusion. Alors la conclusion, je dirais, c'est vrai qu'elles sont souvent des résumés, des simples résumés. Nous, c'est ce qu'on lit souvent. En première partie, on a dit ça, en deuxième partie, on a dit ça, puis en troisième partie, on a dit ça. Je préférerais évidemment qu'on ait une réponse. C'est-à-dire que la conclusion, c'est à répondre. Vous allez répondre au sujet. Vous allez répondre au sujet et donc de façon assez claire. Vous allez dire, voilà, nous sommes arrivés à la conclusion que nous devons penser ceci pour telle et telle raison. Vous montrerez d'ailleurs aussi au passage l'intérêt et les conséquences de votre thèse, de votre troisième partie, de votre meilleure idée. D'accord? Il ne s'agit pas de dire, oui, j'ai trouvé la meilleure idée du monde, pas du tout. Vous allez montrer en quoi elle est légitime, en quoi elle est justifiée. Et puis comme ça, vous aurez fini votre dissertation.